Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Laurence Taillat. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Vous êtes en Auvergne, vous êtes présidente du Parti républicain solidariste et vous avez publié Être une femme en 2020. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler justement aux éditions Michalon. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Bonjour à vous. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis matins sur Sud Radio dans la matinale, dans le Grand Matin Sud Radio. Et Romain Collas, bonjour, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Alors, c'est quoi une retenue républicaine? Vous avez 2 heures pour me le dire. C'est le ministre de l'Éducation qui a lancé cette polémique. Est-ce qu'on lui fait un mauvais procès? Est-ce qu'on comprend très bien ce que c'est qu'une tenue républicaine, une tenue... Alors, peut-être qu'il aurait dû dire tenue correcte, on va y revenir. On va parler de l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles. Et puis, on va commencer avec peut-être le tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Florence, c'est un coup de cœur qui n'est pas politique. J'aime bien venir avec quelque chose de positif parce que l'ambiance est plutôt toujours au coup de gueule. On pourrait en faire des centaines. Absolument. Moi, j'avais envie de faire un coup de cœur sur l'avion à hydrogène parce que je crois à l'écologie du mieux et pas à l'écologie du moins. Et cet avion à hydrogène qui est annoncé par Airbus pour 2035, c'est une vraie avancée parce que c'est un avion de fret. Derrière ça, évidemment, il n'y a pas que l'avion, même si l'aéronautique c'est responsable de 3-4% quand même des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas rien. Hein. Mais derrière, c'est aussi la possibilité d'avoir d'un soutien très volontariste à toute la filière hydrogène. J'espère que dans 4 ans, comme c'est annoncé dans le plan France Relance, on aura un taxi sur 5 à l'hydrogène, par exemple, à Paris. C'est très très compliqué aujourd'hui. On n'arrive pas à trouver on ne peut pas trouver des voitures à hydrogène. Moi, j'aimerais bien circuler à l'hydrogène. Je ne peux pas. Pardon, mais je vois que Renault circuler dans Paris, c'est une chose impossible. Pour les fois où il faut vraiment, circuler. Par exemple, pour revenir chez vous, j'ai dû, je le confesse, venir en voiture. En voiture, parce que vous êtes effectivement à l'autre bout par rapport à nous, et vous avez peut-être parfois c'est plus simple d'aller à l'étranger que d'aller à l'autre bout de Paris. Bon, je caricature un peu, mais j'en suis pas très loin. 4 milliards de voyageurs, pour revenir sur le sujet, il y a 4 milliards de voyageurs par an. Donc, on ne peut pas décréter du jour au lendemain, on va arrêter de prendre l'avion. Non, mais il y a la France Insoumise qui lance un mouvement, je crois que c'est le 6 octobre, et j'entendais Manon Aubry qui racontait un peu n'importe quoi en disant qu'il y avait des riches qui prenaient l'avion entre Nice et Monaco. Juste lui dire qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage pour des avions à Monaco. Il faut arrêter de dire... Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Et encore une fois... C'est en hélicoptère, certes. Il faut aller sur un yacht dans la baie de Monaco. C'est l'écologie du mieux. Voilà, la voiture à l'hydrogène. J'aimerais bien qu'on s'embarque tous au sens littéral sur l'écologie du mieux. Ça du mieux et pas punitive. Romain, l'écologie du mieux, c'est peut-être pas ce qui se passe en ce moment. C'est votre coup de gueule. Je suis pas sûr que tout ceci ait grand-chose avec l'écologie en vrai. Et c'est effectivement l'objet de mon coup de gueule. Je parle de l'attitude que je qualifierais à la fois d'irresponsable et d'incompréhensible d'Europe Écologie Les Verts dans le cadre des scrutins partiels qui se sont déroulés ce week-end avec des seconds tours qui se dérouleront dimanche prochain. Il y a un certain nombre d'élections parce qu'il y a des députés qui sont devenus maires et donc il faut les remplacer à l'Assemblée nationale. Et il y a notamment une élection partielle dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, à Alfortville, chez Luc Carvounas, pour désigner celui ou celle qui lui succédera. Il n'y a pas eu d'alliance, contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres circonscriptions où il y avait des législatives partielles. Il n'y a pas eu d'alliance. Donc moi, je suis porte-parole du PS, au nom du PS que je m'exprime ici. Il n'y a pas eu d'alliance entre Europe Écologie Les Verts et le PS au premier tour dans cette circonscription. Et vous l'expliquez comment ? Les urnes, je l'explique par le fait que les Verts ont une stratégie qui est assez peu lisible d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, où les leaders nationaux des Verts prônent le rassemblement, parce qu'ils sentent bien que le peuple de gauche, il y a eu une étude d'ailleurs très intéressante produite ces dernières semaines là-dessus, où vous avez, bon an mal an, plus de 3/4 des sympathisants
toute formation de gauche confondue, y compris de la France insoumise, qui aspire à ce qu'il y ait un rassemblement, parce que ces Françaises et ces Français de gauche désespèrent des dirigeants nationaux des partis et attendent qu'une alternative, qui peut être au second tour, l'alternative au match Macron-Le Pen, existe, ce qui suppose une alliance dès le premier tour, sinon ça disqualifie tout le monde. Les Verts nous disent qu'ils sont conscients de cela et qu'il faut travailler à cela, mais là on a une épreuve très pratique. Les urnes, elles ont parlé dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. C'est Isabelle Santiago, la candidate soutenue notamment par le Parti Socialiste, qui est arrivée très largement en tête avec près de 20 points d'écart. L'autre candidate qui peut se maintenir, c'est Sandra Régol d'Europe Écologie Les Verts. La logique, quand on prône l'alliance, c'est de se retirer derrière. Quand il y a une primaire à gauche, c'est la tradition. C'est de se retirer, et c'est le prix de l'efficacité, c'est de se retirer derrière celui qui est arrivé en tête. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les Verts dans le cadre de leur stratégie d'autonomie régionale, et ils font exactement le contraire. Tout ça n'a rien à voir avec l'écologie, tout ça n'a rien à voir avec l'idée qu'il faut faire avancer le bloc social écologique que nous portons au PS. Tout ça a beaucoup à voir avec la logique boutiquière d'appareil. Quand on voit ce qui se passe à Paris, c'est compliqué même pour Madame Hidalgo et dans d'autres villes. Je ne sais pas si vous avez il n'y a jamais rien de simple. Si on pensait tous la même chose, on serait a priori dans la même formation politique. Mais je crois que ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous divise. Vous croyez qu'il y a des choses qui vous rassemblent encore ? Si on a des intérêts, oui évidemment. Si on a encore une fois des intérêts boutiquiers qui prévalent sur la logique et la constitution d'un bloc social écologique qui est capable de créer une alternative à l'affrontement Le Pen-Macron qui s'annonce pour 2022, si on n'est pas capable de dépasser ces logiques de boutique, on n'est pas à la hauteur du moment. Oui. Non, mais juste sur ça, enfin. Vous parlez à des gens politisés qui font des calculs de boutiquiers, d'appareils. Regardez le taux d'abstention sur ces élections. C'est scandaleux. On continue d'appeler ça élection. Mais 85%. C'est une mascarade démocratique. Il faut arrêter, quoi. Mascarade, c'est les électeurs qui n'y vont pas. Oui, mais justement, c'est qu'à un moment, on va peut-être se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui font que les gens ne vont plus voter ? Et puis, on ne peut pas attendre tous les 5 ans une élection présidentielle pour dire c'est ça qui fait qu'après, on a la conquête du pouvoir. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pas ça la démocratie. Regardez à Paris, la réalité, c'est qu'on a un électeur, un peu plus d'un électeur sur 3, qui est allé voter. C'est absolument dramatique. C'est dramatique, comme y compris pour nous. Bordeaux aussi. Pour nous. Alors je le dis d'autant plus que moi, il y a une tradition dans le 5e arrondissement, c'est qu'en général, on a des taux de participation qui sont plus élevés. Mais franchement, même avec un taux de participation de 8 points supérieur à la moyenne parisienne, moi, je n'en tire pas gloriole. Et c'est 8 points, ce qui est énorme. Mais 8 points... Ça veut dire qu'y compris dans l'arrondissement où on a le plus voté, vous en avez 1 sur 2 qui n'est pas allé voter. 1 sur 2, alors qu'on est 8 points au-dessus. Donc, ne fanfarons pas, quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités. C'est un sujet. Alors, ce n'est pas l'objet d'émission. On l'a évoqué beaucoup avec Frédéric Dabi hier, cette désaffection. Mais parce que il y a une chose, quand je suivais mes cours philo que j'aimais beaucoup, c'était un philosophe qui disait il faut voir le bout de ses actes. Et le problème, c'est que les électeurs, comme d'ailleurs une partie des élus, parce que ça tourne quand même, n'oublions pas, nous ne voyons plus le bout de nos actes. Vous votez pour une personne, vous ne savez pas pourquoi vous votez en termes de projet. La réalité, vous votez pour des alliances, vous votez... Et sur les politiques, c'est un peu la même chose. Donc, il faut... le sens de la vie, c'est de voir aussi le bout de ses actes. Alors, on a Laurence Marchand-Taillade qui est à distance, donc c'est un petit peu plus compliqué. Vous aviez un coup de gueule. Oui, effectivement, Valérie. Alors, dimanche, c'est passé, effectivement. Dimanche s'est tenu un rassemblement Place de la République qui défendait un combat laïque et social et qui rappelait surtout que c'était le 228e anniversaire de la République en France. Je pense que c'est important de le rappeler parce que les propos qui viennent d'être tenus, justement, sont complètement en relation avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espèce de politique politicienne qui se désintéresse, j'ai l'impression, du fond du sujet qui est important, puisque je pense quand même que la grande différence qu'il devrait y avoir aujourd'hui, notamment entre le PS et l'Écologie Les Verts, c'est la question notamment de la laïcité et de la communautarisation de la société. Or, on se rend compte que le débat social aujourd'hui est en train de tourner à un débat racialiste, qu'on est en train d'essayer de l'amener à ça. Et moi, je constate qu'il est plus facile d'avoir l'antenne qu'on s'appelle Traoré ou quand il s'agit de l'affaire Pouchetou que d'avoir des journalistes qui couvrent cet événement, qui était un événement important, je pense,
à l'heure actuelle, et qui finalement n'a eu aucun écho dans les médias, dans la presse, alors que plusieurs centaines de personnes étaient place de la République ce week-end pour rappeler justement les fondamentaux de l'universalisme, l'importance de l'égalité dans la façon de traiter la question sociale, parce que dès lors que l'on sort de cette question d'égalité, eh bien finalement, effectivement, on tombe dans les travers du communautarisme et de la façon de traiter justement cette question sociale par le biais de la couleur de peau ou de la religion, ce qui, à mon sens, est une erreur fondamentale d'appréciation des problèmes sociaux. Mais il n'y avait pas tellement de monde. Comment vous expliquez ça? Encore une fois, c'est un paradoxe, c'est-à-dire de se dire que les gens ne descendent pas dans la rue pour manifester. C'est bien le problème, c'est que finalement on se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de mobiliser les personnes dès lors qu'il s'agit de défendre un acquis qui est un acquis des Lumières, qui est un acquis important pour notre société et qui est régulièrement remis en cause, notamment par des gens comme Europe Écologie Les Verts. Il suffit de voir effectivement ce qui se trame dans certaines listes des municipales qui ont été proposées sur ces sujets-là. Et moi, je suis extrêmement inquiète, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur le manque de courage qu'il y a à traiter cette question de remise en cause systématique de la laïcité par certains. Et donc, je pense qu'il est important, effectivement, de se poser cette question du manque de mobilisation autour de tout cela. Alors, ça va nous permettre de faire une petite précision avec Alexis Poulain, puisque la semaine dernière, on avait Judith Weintraub, on a évoqué cette question du voile, de la laïcité, de la percée de l'islam politique. Vous étiez d'accord en plateau, et puis après vous avez fait un post parce que vous avez été interpellé en finalement excusant, en disant que cette jeune femme finalement on avait eu tort de s'attaquer à elle. Alors cette jeune femme, je rappelle, une jeune femme voilée qui présentait des recettes de cuisine si on veut sur BFM. Non mais s'attaquer au voile pour combattre l'islam politique, c'est à peu près aussi efficace que de ce que fait Darmanin avec les boulettes de shit pour faire tomber les cartels. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir aller là où est la pensée, là où est l'influence. Les pétromonarchies qui ont pris une influence telle sur la scène nationale, c'est elles qui financent les campagnes politiques, c'est elles qui ouvrent les centres sociaux, c'est elles qui ont pris d'emblée les banlieues pour faire ce qu'elles faisaient. Les États-Unis aussi, ils ne sont pas en reste d'ailleurs sur la façon dont ils ont fait avancer l'agenda communautariste en France par l'argent, encore une fois, par des fondations, tout simplement pour donner leur chance, parce que oui, la République a failli et n'a pas donné les mêmes chances à tout le monde. Après, faut pas être dupe, ce que je disais sur le plateau la semaine dernière, je change pas d'avis. La France n'a pas donné les mêmes chances à tout le monde. Les frères Kouachi sont allés à l'école, ils ont été des écoles de théâtre, ils ont des salles de sport. Donc il faut voir aller sur l'excuse systématique, c'est pas possible. Et quelle est la mixité de cette école? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand vous avez regardé le problème de la discrimination à l'embauche, qui a un réel problème. Alors je rappelle que les handicapés sont les personnes les plus discriminées à l'embauche, suivies par les seniors. Il y a aussi une réalité. Il y a une réalité il y a une réalité qu'il faut voir de ce côté-là, et il y a une autre réalité qu'il faut voir de l'autre côté, c'est-à-dire que oui, il y a un islam politique et qui avance avec, de manière très 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 maligne, qui utilise les réseaux sociaux. Je vois par exemple hier, le compte de Jean Messia a été fermé sur Facebook suite à une attaque globale. Alors Jean Messia, on est d'accord ou pas avec ses idées, moi je suis pas d'accord, mais il reste un responsable politique, et les réseaux sociaux aujourd'hui sont le cœur du combat politique et de la censure, et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est dingue parce que ça veut dire que le débat politique est complètement faussé par des militants justement qui utilisent ces outils-là pour faire avancer des idées autrement que par le débat politique. Je vois Leïla Slimani dimanche qui a reçu les louanges de toute la presse bien pensante parce qu'elle a dit qu'il ne fallait pas s'attaquer à la présidente de l'UNEF qui était voilée, et que stigmatiser une femme voilée n'était pas comme un peu ce que vous dites, sauf que c'est du militantisme aussi, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il faut essayer de garder quand même un fil républicain dans ce débat en disant la laïcité, on a une loi qui est écrite, qui est là, et le fait est qu'on peut rentrer à l'Assemblée nationale avec un voile sur la tête. Oui, on peut le faire. Après qu'on le fasse parce qu'on a des visées politiques, ça c'est un autre débat. Mais le premier débat, il y en a pas. C'est-à-dire qu'on peut rentrer. Non mais. Je crois qu'on ne peut plus en l'espèce, à vérifier, mais je pense que le règlement... Si, parce que le règlement n'a pas été réformé à ce point. Non, bien sûr que non. Donc le débat, il est ailleurs. Il est de dire... Le débat, il est sur ce que nous disait un député hier, c'est le débat, il est sur le président de la commission qui n'a pas refusé l'accès à cette femme, d'une certaine manière. Mais parce qu'il ne peut pas. Bien sûr qu'il peut. Il nous a raconté qu'il y avait une commission qui voulait inviter Assa Traoré, et que la commission a dit non, on n'invite pas cette femme. Là, Florence Berthoud. Je suis quand même extrêmement gênée par une espèce de forme d'angélisme, ou alors une forme d'hypocrisie qui s'immisce surtout chez nos élites.
on ne peut pas continuer à expliquer que au nom de l'égalité entre les sexes, au nom de la lutte contre l'islamophobie, porter un voile finalement est anodin. Que chez soi, que même pour aller faire les courses, on porte le voile, mais encore heureux, j'allais dire, ça c'est la liberté. Il y a des lieux publics. Dans les lieux publics, on nous impose une forme de tenue. On va peut-être y venir tout à l'heure, mais il y a des tenues qui sont, entre guillemets, appropriées. Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord à un moment donné là-dessus? Oui, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Cette femme Moi, je me souviens quand j'étais jeune collaboratrice dans des assemblées parlementaires. Alors aujourd'hui, ça choquerait. J'ai pris quelques années depuis, mais je me souviens d'un ancien ministre qui m'a dit, alors que j'étais en bas de l'hémicycle, qui m'a dit mademoiselle, de mon temps, on ne rentrait pas dans la haute assemblée, et en plus il m'a apprécié, on ne rentrait pas dans les assemblées avec les épaules découvertes. Bon, c'est un peu jusqu'au boutiste. Aujourd'hui on dirait que c'est totalement sexiste, mais non, mais c'est appliqué également. Il aurait dit à des hommes, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des codes. Alors, il y a des codes républicains, il y a des codes... Et alors, on va revenir. Mais le voile est un outil politique, pas pour toutes les femmes, attention, mais c'est un outil qui est détourné. Donc, imaginons que dans les lieux publics, qui sont censés être des lieux de neutralité... Non, la neutralité dans les services publics, c'est pour les agents des services publics. Laurence Taillade. À un moment, je suis désolée, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. La neutralité ne s'impose dans la loi qu'aux fonctionnaires. Exactement. Mais bien sûr, madame, mais je raconte pas... Je finis, je vous ai laissé écouter raconter n'importe quoi, laissez-moi finir. N'importe quoi. Pourquoi? Voilà. C'est faux. La loi, c'est la neutralité par la loi de 2004 qui impose la neutralité des élèves dans les écoles, et c'est la neutralité des fonctionnaires. Ben oui, non, mais à un moment, il faut être clair sur les principes. Moi, je suis une fervente défendresse de la laïcité, et je ne peux pas entendre ce genre de choses parce que... Qu'est-ce que vous pouvez pas entendre, madame? Je ne peux pas entendre que vous soyez en train de dire que il y a les mœurs et à côté il y a les lois. Si la loi ne convient pas... Mais j'ai jamais dit ça. Je finis. Non, mais vous pouvez pas me faire dire ça. Je n'ai jamais dit ça, madame. Je n'ai jamais dit ça. Donc je veux bien vous me faire... Je n'ai jamais dit ça. Vous êtes en train de dire qu'il y a des tenues qui sont, etc. Non, la loi, c'est que effectivement il y a une liberté. Maintenant, la question du... Non, la loi, c'est on porte pas le voile dans certains endroits, et vous venez vous-même de le rappeler quand on est par exemple un agent public. Bon. Bah, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Bah, voilà. La liberté. Oui, mais là Laurence Taillade... Si vous m'interrompez perpétuellement, évidemment, je ne vais pas pouvoir aller au bout. Allez-y. Bon, donc, la loi, c'est effectivement la liberté de s'habiller comme on le souhaite, sauf dans le cadre de la loi de 2004, la loi de 2010, qui interdit aussi d'avancer masqué dans l'espace public. Voilà, on a quelques difficultés d'application actuellement. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un exercice de fonction publique. Ça, c'est le cadre. Maintenant, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. On a un problème avec le voile en lui-même, qui effectivement est, pour certaines militantes, une possibilité de porter un étendard, et pour moi qui est un double problème, puisque c'est un signe, c'est un symbole d'apartheid sexiste. Seules les femmes sont obligées de le porter. Maintenant, là, ce qu'on met derrière, ça c'est une question qui peut être effectivement individuelle. Moi, j'y vois effectivement le symbole de l'obligation pour la femme de se masquer, et donc une appropriation du corps de la femme qui me dérange, surtout dans un pays qui se prétend être défendre l'égalité femmes-hommes. Mais maintenant, il va falloir aussi se poser la question de qui impose ce type de tenue. On sait très bien que c'est le cœur du débat politique. Voilà, et la question c'est, est-ce que c'est un islam politique ou est-ce que c'est un symbole religieux? Parce que les derniers les deux se confondent. Justement, sur cette question-là, démontre que finalement l'islamisme, c'est-à-dire cette forme salafiste qui aujourd'hui imprègne notre tissu politique, est en réalité une émanation politique, n'est pas une émanation religieuse. Donc il va falloir à un moment aussi peut-être légiférer sur la différenciation entre cette pratique politique qui effectivement représente très probablement un danger, en tout cas pour l'égalité femmes-hommes. Bah, c'est compliqué. Le problème, c'est que vous avez des pays, et là vous avez une avocate, Nasrin
Nasrin Sotoudeh en Iran, qui a pris 12 ans de prison parce qu'elle a défendu justement les femmes qui veulent enlever leur voile. Une jeune Iranienne qui elle fait une grève de la faim, elle est à l'hôpital de Téhéran, donc j'espère qu'on va la soutenir. Le problème, il est là, c'est qu'à un moment, la liberté de l'enlever n'existe pas. Non. Vous avez la liberté de le mettre. Oui. Oui. Alors oui, un mot. En un mot, ça va être court, mais je suis d'accord. Je vais être bref. C'est pas la peine de répéter ce qui a été très bien dit. Je souscris à 200% à ce qui vient d'être dit par Laurence Taillade. Voilà. Bon, allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Moi, j'ai rien compris. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va parler de ces tenues républicaines qu'évoque le ministre de l'Éducation. Mais Alexis, vous vouliez revenir sur cette information qu'on a prise ce matin, l'agression d'une jeune femme, d'une jeune fille, Elisabeth, qui était en jupe à Strasbourg. Écoutez un extrait de son témoignage. J'ai été victime d'une agression vendredi entre 13h et 15h près de la presqu'île André Malraux, près du pont qui mène vers la fin de la médiathèque. Donc j'étais habillée en jupe et je marchais vers chez moi et 3 hommes arrivent face à moi. Et un des 3 hommes dit « Oh, regarde cette pute en jupe » et je me permets de leur répondre « Pardon ». Vraiment sans insulte. Et l'un des autres me répond « Ta gueule salope, tu baisses les yeux et tu te tais ». Et là, un m'attrape par le bras, le deuxième par l'autre bras et le troisième me donne un coup au visage. Voilà, et donc elle témoigne avec le visage tuméfié. Tuméfié, absolument. C'est insupportable. Moi, je vois pas comment on continue de supporter ça. C'est un témoignage là qui passe sur les grandes ondes, mais vous avez toutes les semaines à peu près le témoignage équivalent de jeunes filles qui se font tabasser par des salopards. Le problème, c'est qu'autour, personne ne réagit. Là, quand elle continue son témoignage, elle est courageuse face caméra. Elle dit il y avait 15 personnes autour, personne n'a bougé, ni avant, ni pendant, ni après. Je crois que maintenant, faut y aller. Il y a 3 personnes qui sont. Il y en a un qui est mort en Seine-Saint-Denis pour une histoire de tôle froissée. C'est bien tout le problème. À un moment, putain, désolé, mais, non, mais vous y allez, on est responsable ensemble de ces salopards qui font la loi parce que oui, à 3, ils tiennent 15 personnes mais est-ce à que distance. C'est ça le problème ? Est-ce que le problème, oui, je pense que mais est-ce que le problème c'est ça ou est-ce que c'est le problème c'est qu'elle est en jupe et qu'il y a des mecs qui lui disent ta gueule sale pute ? Oui, déjà le problème c'est qu'il y a des salopards et qu'il y en a trop et j'appelle à Marianne Schiappa qui est maintenant qui pantoufle au ministère de l'Intérieur qui devait faire une grande loi sur le harcèlement de rue. Il s'est rien passé. Là, on passe à l'étape d'après, c'est du tabassage de rue systématique parce que les femmes s'habillent comme elles veulent. Et oui, on est en France et ça se passe comme ça. Et derrière, mais personne ne bouge. Qu'est-ce qu'on va faire ? Personne ne bouge. Mais personne ne bouge parce qu'une loi, pardon, je vais faire un peu de provoque. C'est bien une loi, mais une loi, si personne ne bouge, en l'espèce. Non, mais attendez, une loi ne servira à rien. Excusez-moi, je fais de la provoque. Mais bien sûr, une loi en l'espèce ne sert à rien. Vous n'allez pas mettre un policier à chaque coin de rue pour faire en sorte que les femmes puissent se balader en jupe chez nous. Occupons-nous de ce qui... oui, mais ça démarre depuis l'éducation, ça démarre aussi dans les cours de récréation. Il ne faut accepter absolument aucune attaque, parce qu'il y a des attaques sexistes, le mot est faible, voire raciste dans les cours de récréation, et ça démarre là. Laurence Taillade. Je pense que là, on est vraiment au creux du problème, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une société qui, d'un côté, devient de plus en plus violente et de l'autre côté, est totalement intolérante. Intolérante à quoi ? Intolérante à la nudité, intolérante à l'apparition d'un bout de chair, et ça, c'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on en voit l'apparition et les signes, et une fois de plus, on en revient justement à la question de la couverture du corps de la femme. Le sujet qu'on a abordé juste avant est complètement connexe. À force de banaliser le corps de la femme en parlant justement de pudique, c'est une tenue pudique, c'est comme ça qu'elle est qualifiée. Donc à un moment, quand on appelle le burkini une tenue pudique, celle qui ne porte pas aujourd'hui le burkini, qui ne porte pas le hijab, eh bien c'est une femme finalement qui est considérée comme impudique. Et je pense que là, c'est là au creux le problème, c'est qu'on a banalisé une tenue qui ne l'est pas et que finalement celle qui aujourd'hui ose dévoiler un bout de chair, un bout d'épaule, un bout de genou est qualifiée d'impudique. Et donc, elle doit être traitée comme telle qu'un certain nombre d'imams, à un moment en ont parlé, disaient que c'était des femmes impudiques et que finalement, ce qui leur arrivait, elles en étaient responsables. Et vous voyez bien ce qui se passe dans les médias.
Il y a eu un sondage récemment, je crois que c'était dans Madame Figaro, qui disait qu'une femme qui avait un bout de sein qui apparaissait sous son t-shirt, finalement, si elle se faisait agresser, elle en était responsable. On est en train d'inverser les responsables dans notre société, c'est ça que je trouve le plus grave, puisque avec cette inversion de la charge de la responsabilité, finalement, la femme est responsable de son agression, plus que l'homme qui n'a pas réussi à résister à ses pulsions. Donc c'est bien là qu'il est le problème. Oui, c'est insidieux, c'est terrible, parce que vous avez la jeune fille qui peut pas rentrer au musée d'Orsay, qui peut pas aller faire ses courses parce que les vigiles lui disent non, faut se couvrir. Mais on est où ? Un auditeur nous dit pourquoi ne dit-on pas l'origine des agresseurs de Strasbourg, car ça ressemble à un acte musulman intégriste comme des talibans. On sait qui a fait. On ne sait pas, et en vérité on s'en fout parce que vis-à-vis des femmes, croyez-le bien, vis-à-vis des femmes, des salopards, des gens qui se comportent de façon inique, je le dis bien, qui jugent de la qualité d'une femme en fonction de la tenue qu'elle porte. Il y en a chez les salopards d'intégristes musulmans, il y en a. Il y en a aussi chez des gens qui n'ont rien à voir avec l'intégrisme musulman. Et moi, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que on peut pardonnez-moi de ce jeu de mots, se voiler la face en considérant que le problème à l'égard des femmes, à l'égard de leur corps, à l'égard de leur droit à être simplement nos égales, ne pourrait venir que de l'intégrisme musulman. C'est se foutre le doigt dans l'œil. Moi, je suis devenu député parce que j'étais suppléant au cours de la dernière législature. Voilà. Et j'ai débarqué dans une Assemblée nationale qui était encore il y a eu des progrès avec les lois sur la parité, mais qui était encore très largement masculine. Vous savez, la première chose qui m'a choqué, vraiment la première chose qui m'a choqué, c'était pas généralisé, mais c'était de la part d'une minorité bruyante. Et il y en avait pour tous les bancs. C'est la façon dont un certain nombre d'hommes qui n'ont rien à voir avec l'islamisme radical, qui d'ailleurs nous disent le combattre, et respecter les femmes en tant que des êtres humains qui sont leur égal, leur comportement à l'égard des femmes, qui est un comportement inadmissible. Donc moi, la robe à fleurs de Cécile Duflot, exactement, c'était absolument incroyable. C'était odieux. Alors pour le coup, donc il y a un sujet, et moi je ne saucissonne pas, et je suis pas en train d'exonérer les uns et les autres de leur responsabilité. Je crois que j'ai été clair sur la question de l'islamisme. Moi, je suis tout sauf un angéliste. Mais c'est franchement s'enfoncer un doigt profondément dans l'œil que de considérer que l'attitude d'un certain nombre de mecs, quel que soit leur âge, à l'égard des femmes est un problème qui est exclusivement lié à l'islam radical. Donc ces types, je me fous de leurs origines, ce sont des ordures. J'espère, comme Alexis, que si j'avais été présent, j'aurais eu le courage d'intervenir. Et s'il y avait 15 personnes autour qui n'ont pas bougé, eh bien oui, elles sont coupables, elles sont d'une certaine façon l'illustration de notre mansuétude collective coupable à l'égard de comportements qui sont il n'y a que 10% des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles qui osent porter plainte à Strasbourg. Et d'une manière générale, je crois que dans les condamnations pour viol, il n'y a rien. Mais là, 15 personnes qui ne l'ont pas aidé après l'agression, qui ne sont pas venues témoigner. Là, elle demande simplement aux gens, s'ils la reconnaissent, de venir témoigner parce qu'elle veut que ces gens-là soient traduits devant la justice. Voilà où on en est. C'est-à-dire, c'est un je m'en foutisme complet, quoi. Oui, un je m'en foutisme, mais d'un bout à l'autre bout de la chaîne, de la chaîne des bois. Les dépôts de plainte, c'est un problème récurrent. Les femmes ont peur, parfois elles ont honte, ce qui est fou, parce qu'elles vont arriver, elles vont avoir derrière quelqu'un qui va prendre note et leur explique finalement c'est pas si grave que ça. Moi j'ai eu des cas concrets où j'ai rappelé pour qu'on fasse les dépôts de plainte. L'autre, c'est qu'il y a des embouteillages absolument phénoménaux. Quand vous bossez, qu'il faut aller faire 3 heures de queue pour faire votre dépôt de plainte, alors que vous savez qu'il y a quasiment aucune chance qu'on puisse poursuivre les individus, c'est vrai que de guerre lasse, elles ne vont pas déposer plainte. Et il y a aujourd'hui une sorte de banalisation, c'est-à-dire que vous venez de pousser un coup de gueule que je partage ô combien, eh bien il y a une banalisation de ça. Finalement, c'est pas si grave que ça de se faire siffler dans la rue, d'avoir des remarques sur la manière dont on est habillé, sur la manière dont on parle, etc. Et c'est complètement univoque parce que c'est effectivement dans 90% des cas, c'est les femmes et uniquement les femmes qui sont victimes de ça. Bien sûr. Uniquement victimes de ça. Voilà. Je voudrais moi juste, ça mériterait beaucoup plus de temps. Et notamment, pardonnez-moi, les femmes politiques. Je vais faire un petit. Ouais, et notamment les femmes politiques, car je n'ai jamais vu des maires. Pardon, on va parler des maires. Je n'ai jamais vu des maires
hommes se faire alpaguer par des administrés pour dire « Ah, monsieur le maire, vos chaussures, etc. » Alors que pour une femme, j'en sais quelque chose, ça arrive très régulièrement. Oui. Mais ça, très régulièrement. C'est le sexisme. Sur ce que vous mettez, sur ce qui vous va, ce qui vous va pas, sur vos lunettes, sur la couleur de vos cheveux, sur votre coupe, sur etc. Et si vous avez le malheur d'avoir un peu d'autorité, ce qui arrive quand même quand on dirige une collectivité, quand vous êtes un homme, vous avez de l'autorité. Quand vous êtes une femme, vous êtes une autoritariste. Ou une hystérique. Sauf que vous vous êtes pas fait tabasser jusqu'à maintenant pour avoir porté une jupe ou être entré dans une pièce. Non, mais je me suis moi-même, comme mère, fait menacer par un gros abras. Je voudrais quand même qu'on parle. Vous dites, on en est arrivé là. On en est arrivé là aussi pour Marie Cabrette, qui est la DRH de Charlie Hebdo, qui a été obligée de déménager, qui a été exfiltrée en 10 minutes de son logement à cause de menaces jugées sérieuses en plein procès des attentats de Charlie Hebdo. Donc je voulais lui apporter publiquement mon soutien. On peut lui apporter d'autres soutiens collectifs. C'est complètement ahurissant qu'on en soit là aujourd'hui. Elle parlait très bien de la laïcité d'ailleurs ce matin. Oui, elle est militante, engagée sur ce sujet. Et il n'y a pas de blasphème en République, on ne le dira jamais Absolument. assez. Quelle que soit la religion et quelle que soit sa croyance, il n'y a pas de blasphème en République. Alors, c'est quoi une tenue républicaine C'est Jean-Michel Blanquer. C'est Jean-Michel Blanquer qui a réagi donc au mouvement des collégiennes et lycéennes opposées à l'interdiction de certaines tenues jugées indécentes. On a un auditeur qui voulait d'ores et déjà réagir. Bonjour Yves. Yves, vous êtes là ? Ah, il vient de raccrocher. Bon, c'est pas de chance. L'école n'est pas un lieu comme les autres. Ce n'est pas vous qui allez à la plage. C'est pas comme si vous alliez à la plage ou en boîte de nuit. Est-ce qu'on lui a fait un mauvais procès à Jean-Michel Blanquer ? Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une tenue ? Alors, est-ce qu'il aurait dû dire tenue correcte ? Objectivement, c'est très maladroit. On va rebondir sur ce qu'on disait. Ouais. Franchement, c'est très maladroit parce qu'on voit bien qu'il y a, je ne dis pas qu'il est sexiste, mais en tout cas, le propos est quand même sexiste. Bon, donc c'est pour le moins maladroit. Bon, maintenant, on aime beaucoup en France les débats et les polémiques. La réalité, c'est que chaque établissement a son propre règlement, il faut juste le rappeler, et que c'est au chef d'établissement qu'il appartient de faire respecter ce règlement. Oui. Voilà. Et pour tout le monde, les hommes, les garçons et les filles. Mais c'est très maladroit. Laurence Taillade. Moi, écoutez, j'ai dû réagir il y a 2 ans sur un problème similaire avec ma fille qui était en terminale, donc c'est pas nouveau non plus. Effectivement, on a une fois de plus une espèce de police de la pensée qui, moi, me pose question. Mais finalement, quand on regarde la question des tenues à l'école, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Et je vais être un peu provoque, mais finalement, l'uniforme à l'école, c'est le jean de marque, les baskets de marque, la chemise de marque, tout doit être finalement très cadré. Moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait revenir aux uniformes. Comme ça, la question de la tenue confessionnelle, mais qui n'en est pas une, sera réglée. La question de la jupe trop courte, pardonnez-moi, mais c'est quoi une jupe trop courte ? C'est 5 cm, 10 cm, 15 cm au-dessus du genou. La question des épaules dégagées pour ne pas déconcentrer les garçons à l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je pense qu'à un moment, effectivement, il faut se poser la bonne question, qui est cette différenciation par l'habit, qui fait que finalement on se définit aussi d'une certaine façon par la marque qu'on peut porter, qui provoque un certain nombre de problèmes aussi à la sortie des écoles scolaires, puisqu'il y a la question aussi du racket qui peut être posée. Donc moi aujourd'hui, je pense qu'une des solutions, ce serait peut-être d'imposer à nouveau des uniformes. Ah, bon, carrément. Les uniformes. C'est un débat, récurrent et c'est vrai que ça pose la question, mais ça n'empêche pas les signes de différenciation sociale. On a l'exemple britannique à côté. Pourquoi parce que ça se retrouve dans les baskets, ça se retrouve dans le téléphone. Enfin, il y a toujours des moyens. C'est limité, mais on voit bien quand même qui a les moyens et qui ne les a pas. Alors, et puis après, de toute façon, on sort de l'école et on revient au même truc d'avant. Non, ce qu'il faudrait, c'est déjà laisser les femmes tranquilles. Elles s'habillent comme elles veulent. Et qu'elles prennent le pouvoir vite parce que ça devient étouffant. Elles s'habillent comme elles veulent, mais est-ce qu'on ne doit pas, quand on va à l'école, avoir
un peu de décence, mais bien parce que sûr, c'est un gros mot aujourd'hui que de dire ça. Tenue correcte, d'accord. Oui, mais c'est quoi les tenues correctes pour les gens? Chacun de voir à sa hauteur. Moi, je suis choquée que les gens viennent bosser en short, par exemple. Mais après, vous avez la mode, les machins, les gamins s'habillent comme ils veulent. Je vois pas où c'est choquant. Mais pardonnez-moi, vous pouvez pas dire ça. Enfin, excusez-moi, je réagis comme mère, mais un chef d'établissement. Moi, tous mes directeurs et directrices d'école vous diront qu'il y a un règlement, qui d'ailleurs ne s'applique pas plus fort heureusement aux garçons. C'est pas du tout ça. C'est pas le truc des épaules et des idées. Mais il y a un règlement et on l'applique. Voilà, par exemple, on n'a pas avec un bandana. Il y a un règlement. Pour le bandana, c'est des choses que mettent plus les hommes que plus les garçons que les filles. Donc, petite pause rapide et courte et on revient dans un instant. C'est quoi une tenue républicaine? Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On a retrouvé notre auditeur Yves qui voulait s'exprimer sur ce sujet de la tenue républicaine. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'aime beaucoup Alexis Poulain, mais je pense que là, il se gourre. Il se trompe complètement. Pourquoi? Parce qu'il tente de régler deux sujets, de fusionner deux sujets en un. C'est-à-dire l'apparence, le choix vestimentaire des adultes versus celui des enfants. Moi, je rappelle une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un débat sur la tenue vestimentaire à l'école. C'est un débat sur la tenue vestimentaire à l'école de la République. Et là, il y a une nuance. Et elle est de taille. C'est l'école doit participer à la préparation des futurs citoyens de notre pays. Si, à un moment donné, on commence à laisser des dérives s'installer sur des questions d'apparence qui vont commencer à prendre le pas sur des débats de fond, c'est-à-dire remplacer des débats de forme par des débats de fond, on ne va pas préparer les futurs citoyens à aborder les questions importantes du pays. Je suis bien d'accord avec vous. Et je vous invite à lire, on a l'interview sur Le Monde Moderne d'Harold Bernat, un professeur de philosophie qui publie Oraison funèbre de la classe de philosophie, qui explique comment l'école de la République est en train d'être démantelée au profit simplement d'un agenda de néo-management public sur comment faire plutôt que des citoyens des bons futurs employés, quoi, en gros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme scolaire, elle est angoissante parce que au lieu de former l'esprit critique, on forme finalement à l'esprit de soumission à l'ordre établi. Et donc tout ce qui reste, c'est de s'habiller à la mode. C'est une autre soumission. Hein. Donc le crop top, les conneries comme ça, les gamines et les gamins. Pourquoi les conneries comme ça? Mais parce que c'est la mode, c'est des conneries. C'est à la fois c'est vendre du tissu. Là c'est pas du tissu en espèce. Ou moins de tissu. Avec le masque, on a peut-être aussi envie de montrer plus de choses. Mais merci de me rappeler à l'ordre parce que le débat il est là. Évidemment, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école de la République. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de profs qui tirent la sonnette d'alarme en disant on n'apprend plus à être formé, à être un citoyen conscient et critique. Voilà. Non, je regarde les commentaires. Peut-être qu'on pourrait quand même dire quelques mots peut-être Romain Colas, on vous a pas entendu sur la tenue républicaine. Je ne sais pas ce qu'est une tenue républicaine en vrai. Donc là, je pense que c'est une maladresse du ministre. Est-ce qu'un short, c'est anti-républicain? Est-ce qu'un dos nu, c'est anti-républicain? Est-ce qu'un croc-top? Parce que je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je me mette à la page. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'un croc-top est anti-républicain? Mais les hommes ne mettent pas des croc-tops. Ce que je veux dire, c'est que c'est un des traits de Jean-Michel Blanquer qui aime beaucoup s'écouter, qui aime beaucoup l'emphase. Et là, il s'est piégé lui-même. Tenue républicaine. Qu'est-ce que c'est que mettre la République à toutes les sauces? C'est d'une certaine façon dévaloriser cette belle idée de l'idéal républicain. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et c'est pas le syndicat des maires qui s'exprime, mais c'est des praticiens de terrain. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Florence Berthoud. Il y a des règlements intérieurs dans les établissements qui sont pas d'ailleurs la décision unilatérale du chef d'établissement, qui sont adoptés par les conseils d'administration, dans lequel siègent des représentants des parents d'élèves, dans lequel siègent des représentants des enseignants, des représentants de la commune. Et voilà, il y a des consensus locaux qui se dégagent sur des règlements. Et je pense qu'il faut... Le rôle du ministre, c'est peut-être de rappeler ça, plutôt que, en s'écoutant parler, de créer des polémiques là où on n'a pas forcément besoin. Quoi. Et je suis d'accord avec Alexis qu'on foute la paix aux filles, même si il y a autant de définitions de la décence qu'il y a de citoyennes, citoyens. Il y a un bon sens commun qu'il faut appliquer. Et le bon sens commun, il émerge dans ces règlements intérieurs qui sont le fruit de consensus.
justement, les règlements intérieurs et l'uniforme, c'est une bonne chose. Il y a un auditeur qui nous dit pourquoi ça existe dans les dom-toms. Mais ça peut être franchement une. Mais c'est possible ou pas? Parce que c'est un marronnier, on en entend parler. Oui, mais régulièrement, vous avez d'ailleurs, quand on discute des règlements, régulièrement dans des écoles publiques, je ne parle pas des écoles privées, mais régulièrement, évidemment, le sujet de l'uniforme est mis sur la table en disant ça serait peut-être bien, etc. Et je dirais que dans 99% des cas, on décide qu'on ne va pas appliquer l'uniforme parce que l'uniforme, c'est comme ça. Dans l'imaginaire collectif français, c'est connoté. Et c'est connoté pas mixité sociale, de manière assez paradoxale d'ailleurs, parce que c'est ce qui est censé assurer une sorte de neutralité en ayant une blouse. Juste une chose sur le règlement. Une fois qu'on a écrit le règlement, qui est le fruit, comme vous le disiez, du consensus, et c'est ça qui est bien, après, un peu de bon sens, c'est aussi le directeur d'école ou le chef d'établissement qui va le faire appliquer. Et qui, par exemple, comme je l'ai vu dans des écoles de mon arrondissement, est à l'entrée. Et tout n'est pas écrit dans le règlement. Chacun a sa part de responsabilité. Et qui va dire, écoute, s'il te plaît, enlève ta casquette, enlève ton bandana, sois gentil. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Laurence Taillade, vous disiez que vous aviez déjà eu ce débat il y a quelques années. Comment on en est encore là aujourd'hui? C'est exactement la question. Est-ce qu'on n'en est pas là justement parce que c'est la perversion de certains adultes qui est transposée sur finalement le corps de jeunes filles qui sont à peine formées. Donc il y a aussi cette interprétation finalement de l'adulte sur l'attitude de l'enfant qui est souvent une attitude complètement dénue de toute arrière-pensée. Donc il y a peut-être cette question-là aussi qui est à poser. Et puis une fois de plus, c'est l'égalité entre les garçons et les filles, puisque les propos qui à l'époque m'avaient été rapportés, c'est que finalement on cherchait à préserver les garçons de leur malsaine pensée plus que les filles. Donc il y a aussi ce problème-là. Je pense que c'est un problème d'éducation, parce qu'à un moment il faut expliquer aux garçons que ils sont responsables de leur propre perversion, et que finalement s'ils ne voient dans le corps de la femme qu'un sujet d'attirance sexuelle, eh bien peut-être qu'effectivement il y a une façon d'apprécier différemment le corps de leurs camarades de classe. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler de l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles. Encore les écoles. Donc, encore les écoles. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau protocole qui s'applique dans les écoles, qui concerne les cas contacts des élèves. C'est vrai que c'était un casse-tête absolu. Vous avez eu ce problème, Romain Colas Oui, tout à fait, puisque j'ai eu dans une des écoles de ma commune un enfant dont le test a confirmé qu'il était positif. Donc, à titre conservatoire d'ailleurs, en attendant une décision de l'ARS, on a fermé la classe. Et puis le lendemain, le ministre Véran s'est exprimé pour dire que le protocole avait changé. Donc on a rouvert la classe. On en est tous à appliquer des consignes qui tombent au quotidien. Moi, je n'ai aucun savoir scientifique. Non. Donc je m'en remets. Il y en a qui en ont, mais qui sont bien mieux informés que moi. Mais on est confronté à un virus qui est nouveau. Moi, j'ai confiance dans les autorités sanitaires de mon pays. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il est de vitale importance que les gamins retrouvent le chemin de l'école avec tous ces dysfonctionnements, et je partage beaucoup de ce qu'a dit Alexis, et je lirai avec attention l'interview qui a été évoquée. Mais il faut que les gamins soient dans les établissements, il faut qu'ils reçoivent les enseignements, parce qu'on mesurera dans quelques mois les dégâts qui ont été causés pour le confinement, bien souvent chez des gamins qui n'en avaient pas besoin parce qu'ils avaient déjà leur lot de difficultés. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, c'est un peu le bordel, pardon, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que 3 semaines après la rentrée, on change de position. Oui, mais en même temps, les règles ne peuvent pas être totalement figées. Non, je suis d'accord. Franchement, il faut aussi, on dit pragmatisme. Donc à un moment donné, il faut aussi, le pragmatisme montre, moi je l'ai vu concrètement, que quand on fermait une classe avec un cas Covid, finalement, si vous voulez, vous fermiez. Alors on a eu, il faut fermer 14 jours, et puis après, quelques heures après, il faut fermer 7 jours. Passons là-dessus, qui est objectivement, effectivement, on navigue parfois un peu à vue. Mais à côté de ça, moi je rends hommage au professionnalisme quand même des directeurs
directeurs d'école, parce que c'est un boulot quand même titanesque, et qu'on allège, c'est objectivement une bonne chose, pour d'ailleurs plein de raisons qui sont des raisons pour le coup techniques et médicales, parce que ça dépend du moment où les gosses ont contracté, et puis on est arrivé à fermer pour des mômes qui étaient, si vous voulez, Covid, qui n'étaient plus du tout contaminants, enfin des choses qui sont abracadabrantesques. Donc les parents, globalement, même s'il y a des parents angoissés, ils nous demandent plutôt d'alléger le protocole sanitaire, à condition que les adultes mettent les masques et qu'on ait des règles sanitaires qui, pour le coup, soient des protocoles partagés et des protocoles très cadrés. À Paris, quand même, on a un taux de circulation du virus qui est 3 fois supérieur, si vous voulez, c'est là où on comprend pas très bien. On comprend pas très bien les. Alors peut-être Laurence Taillat, c'est moins facile quand on est à distance d'intervenir. On touche exactement au centre de la question. C'est-à-dire que je pense que le centre de la question, c'est pas spécifiquement les écoles, parce que pour moi, comme l'a dit Romain, il est très important que les écoles restent ouvertes, parce que effectivement, nos enfants ont besoin d'être instruits, même si effectivement, le système d'enseignement, on peut lui faire un certain nombre de reproches sur la construction de l'individu et du citoyen. Mais au-delà de tout ça, un enfant, quand il contracte le virus, il le contracte pas tout seul, il le contracte souvent dans sa cellule familiale. Et je pense que la question qui s'oppose en creux, c'est plutôt la question justement du télétravail, parce que si on arrive une fois de plus à se poser la question de la généralisation du télétravail, ça évite effectivement les cas contacts de plus en plus importants dans les bureaux, dans les transports en commun et partout, et ça évitera peut-être aussi que les enfants tombent malades. Donc je pense que la vraie question, c'est la question du télétravail, et notamment de la responsabilité de certaines administrations, parce que moi j'ai entendu parler d'employeurs dans les administrations qui coûte que coûte ont voulu revenir à 100% de présentiel et qui ne protègent pas suffisamment les salariés, notamment ceux qui ont été au contact de malades. Ça, je pense que c'est une vraie responsabilité à prendre. Et donc, plutôt que de fermer les écoles, je préférerais qu'on revienne à du télétravail de façon généralisée. Il y a beaucoup d'entreprises quand même qui sont passées au télétravail. Sauf que 80% sont revenus. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de retour du télétravail en présentiel. Il y a le plus de circulation du virus. Super. Oui, absolument. Et la contradiction, elle n'est pas très compréhensible. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci à tous les 4. On se retrouve demain à 10h. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec nous, avec vous, sur Sud Radio.